Des projectiles, des armes blanches, des bâtons, des artifices ont été saisis tôt ce matin avant même le début des manifestations. On vient d'entendre le ministre de l'Intérieur en France avec nous pour parler des Gilets jaunes qui ont de nouveau manifesté samedi dernier, notamment à Paris, où Sylvain Baron, notre invité, un gilet jaune de la région de Bordeaux et conférencier pour le mouvement, nous parle de la situation. Monsieur Baron, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, nous, au Québec, on veut comprendre d'abord l'origine et la nature de ce mouvement Gilets jaunes. Vous en faites partie, vous donnez des conférences sur le sujet. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors, je vais préciser que je suis pas conférencier, en tout cas pour le mouvement lui-même. Comme je suis un petit peu connu en tant qu'activiste depuis plusieurs années, j'en profite pour donner quelques informations en fait aux Français qui manifestent sur les questions qui sont relatives à la marche de l'État, aux institutions et aux lois qui cadrent un petit peu ce qui se passe en ce moment, surtout que nous sommes bien partis dans un processus révolutionnaire et donc nous naviguons en eau trouble, on va dire. Et vous parlez de processus révolutionnaire, que voulez-vous dire? Alors, si on se réfère simplement à ce qu'est une révolution de la démystification de l'image d'Épinal, c'est le renversement d'un chef d'État. Donc c'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de renversement de chef d'État, c'est pas une révolution, ce sont des révoltes. S'il y a une volonté de destituer le chef de l'État, nous sommes bien partis pour une révolution. En général, ce qui termine les révolutions, c'est quand nous avons l'aval des autorités régaliennes de l'État et parfois un peu d'aide par une reconnaissance internationale. Mais c'est le principe de toute révolution, c'est amener à la défaisance d'un chef d'État. Actuellement, c'est ce qui est réclamé, avec d'autres revendications qui sont clairement sociales, puisque c'est un ras-le-bol social pour commencer. Il y a une aspiration démocratique qui est très forte, et actuellement, notamment, on parle beaucoup d'introduire dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne, qui nous permettrait au choix de révoquer ou d'initier, de révoquer des dirigeants ou d'initier des lois ou les modifier. Monsieur Baron, quand vous parlez de ras-de-bol, on a vu que le gouvernement Macron a reculé sur ces nouvelles taxes qu'il voulait imposer sur l'essence, mais il y a plus que ça aussi, là. Il y a un ras-de-bol généralisé. Est-ce que ces taxes sur l'essence sont devenues un prétexte à descendre dans la rue? Oui, parce qu'en fait, moi je fais partie de la génération des 40 piteuses. Je vais avoir 39 ans en janvier. Et en fait, les gens de ma génération, qui sont des gens actifs, qui sont relativement jeunes, mais qui ont aussi un peu d'expérience de vie, n'ont vu que le déclin, en fait, en France. Cela parce qu'il y a eu des grandes orientations à partir de 1983 qui étaient extrêmement libérales, qui nous ont amenés à nous enfermer dans des traités européens qui sont ultra-libéraux, qui avec toute une idéologie aussi qui veut la défaisance des nations, abolir ce qui fait leur ferment culturel, ce qui fait leur unité. Il y a une volonté en Europe, très clairement, de certains intérêts prédateurs et qui ont le pouvoir, c'est ça le problème, de défaire les peuples de leur souveraineté sur leur pays, sur leur monnaie, sur leurs relations de commerce, sur tout ce qui fait qu'une économie est saine ou non. Et du fait que tout ça est organisé par traité, appliqué à marche forcée, que le peuple est évidemment dénué de toute possibilité d'influencer quoi que ce soit, même quand on fait des référendums comme en 2005 pour dire nous ne voulons pas entrer dans le traité constitutionnel européen. Le référendum en France a beau être décisionnel, il n'est pas consultatif, ils ont quand même violé ce référendum. Donc vous alignez en fait 40 années et on va dire sur les 20 dernières années des trahisons toujours plus fortes, toujours plus répétées. Les gens n'en peuvent plus. Là, on est serré à la gorge parce que de toute façon, économiquement, socialement, on ne peut plus, on ne peut plus tout simplement plus payer nos factures. C'est aussi bête que ça. Même si vous travaillez, même si vous bossez toute la semaine, toute la journée, les factures s'accumulent. C'est ça, mais c'est le problème, c'est qu'on a fabriqué non seulement des travailleurs pauvres, y compris dans ce qui relève de la classe moyenne, mais comme on a aussi un fort taux de chômage, de fait, la compétition entre les salariés et en plus entre salariés européens, alors avec des différentiels de salaire qui sont énormes, cette compétition forcenée fait qu'en France, il y a à peu près 10 millions de chômage. Donc derrière 10 millions de chômage, ça signifie aussi beaucoup de pauvreté bien réelle,
Moi, j'en fais partie. Je suis clairement quelqu'un qui vit dans un taudis, sans eau courante, sans électricité, et avec seulement 500 euros par mois. Je ne sais pas ce que ça fait en dollars québécois, mais je fais partie de ces gens qui sont complètement déterminés parce qu'ils n'ont plus rien. Ouais. Je lisais, M. Baron, dans le Marianne, je lisais 3520 ménages les plus riches de France planquent 140 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Et le fait que Macron était banquier chez Rothschild, est-ce que tout ça est en train de faire sauter la cocotte, là? Est-ce que il y a de la pression de voir que finalement Macron est le Robin des Bois, mais à l'envers, il vole les pauvres pour donner aux riches? Oui, et puis je pense qu'en fait, au-delà de sa trajectoire qui n'est finalement qu'assez similaire à la trajectoire de beaucoup de nos énarques qui vont fricoter dans des grandes banques ou des grandes entreprises avant de revenir vers la fonction publique ou repartir, parce que c'est un milieu qui est complètement hors sol, hein, et c'est des intérêts privés qui le servent d'abord. Ça, on est habitué. Mais une arrogance comme elle l'a été et en même temps être aux extrêmes limites sociales de notre capacité à répondre financièrement de nos vies et de pouvoir se dire on peut se dresser des perspectives dans le futur, faire des enfants et concevoir des projets. Les Français n'en peuvent plus et là, ils ne supportent plus en plus que nos élites politiques qui sont pas très futés, qui viennent effectivement qui servent des intérêts prédateurs, se permettent de nous faire la leçon ou de nous parler comme si on était des enfants. Ouais. Là, actuellement, vous parliez de l'évasion fiscale. Les traités européens nous interdisent de contrôler les mouvements de capitaux aux frontières, ce qui, à mon avis, est peut-être permis au Canada. C'est un outil souverain que de pouvoir contrôler les mouvements de capitaux. Ça permet notamment d'éviter des localisations d'usines ou d'éviter de l'évasion fiscale. Si on n'a pas ces outils-là, parce que ça nous est interdit par traité, comment voulez-vous que les Français puissent espérer que la juste répartition des richesses soit possible en France? Ouais. Ça n'est plus possible. M. Baron, d'ici, on voit le vandalisme, les incendies, le saccage, les voitures incendiées, les chars d'assaut sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'on est à l'aube d'une guerre civile en France? Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Non. Bon, il faut comprendre le phénomène parce qu'il est multiple. Bon, il est vrai d'abord que chez les Gilets jaunes, même si c'est un mouvement de province pour commencer, hein, c'est pas un mouvement parisien qui est extrêmement pacifiste, où il y a quand même plus de fraternité avec les forces de l'ordre en province qu'il n'y a de heurts. Sur Paris, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a quand même des gens très en colère, très remontés, hein, et surtout parce qu'ils s'en prennent plein la gueule par des forces de l'ordre qui ont mission clairement de démoraliser les manifestants pacifiques et pas seulement les casseurs. Et il y a aussi des casseurs qui viennent des mouvances Black Bloc, Antifa, qui en fait n'ont absolument pas d'idéal politique, mais qui ont simplement envie de foutre le bordel. C'est récurrent et les policiers en fait savent très bien à la base comment gérer ces gens-là et prévenir ce genre de problème. Mais les politiques préfèrent de loin à ce que ces problèmes arrivent parce que ça joue en leur faveur. Si dans les médias on ne parle que de ça, les revendications, les aspirations des manifestants, on n'en entend plus parler. Mais il y a un impact chez les commerçants, il y a un impact sur la vie économique de la France. Toutes ces manifestations, on lisait 125 000 personnes aux manifestations recensées samedi dernier. Est-ce que les chiffres sont exacts et est-ce que l'impact est réel? Alors l'impact il est bien réel et c'est assez marrant de voir d'ailleurs les routiers espagnols s'énerver un petit peu de la situation parce que les routes sont assez régulièrement bloquées. Là je suis juste à côté d'un point de blocage d'une grande autoroute. Mais je vais vous dire honnêtement, la France a vécu des révolutions et des guerres, elle a toujours été solide économiquement, c'est pas cet épisode-là qui va la détruire, c'est justement ce qui nous détruit est quelque chose qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus insidieux, qui est beaucoup plus long et le peuple se révolte parce qu'il prend conscience en fait que si on laisse continuer les choses ainsi, on va droit dans le mur, on va totalement dans le mur. Ouais, vous en êtes à la 4e semaine de toutes ces manifestations. Pensez-vous que ça va continuer et qu'est-ce que ça va prendre pour que ça cesse? Alors déjà, à mon avis, tant que Macron ne démissionnera pas, les choses ne vont pas avancer dans le bon sens. Parce que très clairement, c'est un problème de personnel politique, parce que le personnel politique porte son idéologie. Macron est ultra-européiste,
Ce n'est pas lui qui organisera des référendums tels qu'on l'entend. Et puis, à la base, il faut savoir que dans le droit pénal, dans le droit international, c'est à la fois un traître et un criminel de guerre. Quand il a envoyé des missiles sur la Syrie en juillet dernier, de mémoire, il a violé notre constitution, il a violé le droit international, la charte de l'ONU, les statuts de la Cour pénale internationale, notamment l'article 8. Donc ce type-là est un criminel, il doit être jugé. Le problème, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des politiciens, et je ne sais pas exactement, pour moi le Canada reste relativement modéré dans ses politiques internationales, mais on voit bien que les anglo-saxons, les américains et les français, malheureusement à travers leurs élites, ont un comportement excessivement belliciste, et qui, s'il était réellement jugé pour ce qu'il est à travers le droit, enverrait des tas de gens en prison, des gens qui sont censés être honorables. Donc, et puis je vous parle pas de l'affaire Alstom qui pèse sur Macron, c'est la livraison de moyens industriels et militaires à une puissance étrangère, le fait d'avoir livré la partie d'Alstom à General Electric. Donc il y a des affaires comme ça où on peut le charger très clairement sur le plan pénal. On a raison de le poursuivre, ce qui fait un petit peu peur aux gens et à une partie des Gilets jaunes notamment qui parle de ces questions de référendum d'initiative citoyenne, c'est de pas savoir où on va aller si jamais le personnel politique actuel tombe. Et c'est ce vers quoi j'essaie d'expliquer aux gens, justement, dans mon travail, qu'on peut organiser la relève. C'est pas un problème. On peut trouver des solutions là-dessus. Très bien. Monsieur Baron, avant qu'on se quitte, vous êtes pour qu'on comprenne bien, nous, ici, là, vous êtes de quelle allégeance politique? Alors, moi, au tout départ, quand j'avais 20 ans, je m'intéressais simplement aux sciences et à la nature et je suis devenu décroissant parce que, voilà, je sais qu'il y a des pénuries de matières premières, notamment le pétrole, qui sont annoncées, qui sont déjà commencées, on va dire. Donc c'était ça mon premier point de départ. Et puis ça m'a amené à m'intéresser à l'économie et à d'autres disciplines relatives à la politique, à comprendre ce qu'il y avait dans les traités pour voir comment tout était organisé économiquement, et me dire que s'il y a du libre-échange, qu'on va aller chercher très très loin, ce qu'on peut produire localement, et ce qui est quand même une bonne façon d'économiser énormément de pétrole, c'est quand même un bon point de départ. Si on s'oblige à du libre-échange avec des traités, c'est que ça ne va pas. Ça m'a permis de prendre conscience aussi d'autres problèmes démocratiques qui relèvent de la souveraineté, que je ne maîtrisais pas plus jeune. Et à force d'éducation, comme ça, je suis quelqu'un qui parle de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme énormément de Français le souhaitent en réalité en France. Mais c'est un débat qui est par exemple censuré. Et donc samedi prochain, vous me demandiez si ça va continuer. Oui, ça va continuer et ça continue en ce moment même. Et samedi prochain, nous, on sera à Paris devant France Télévisions et la Maison de la Radio, qui sont nos grands médias publics, et qui malheureusement participent de ce travail de sape démocratique en ne permettant pas à des intellectuels alternatifs, des opinions divergentes du microcosme parisien. C'est un microcosme bourgeois qui a une pensée unique, c'est comme ça qu'ils en parlent en France. Cette diversité d'opinions et cette diversité politique, on n'y a pas eu le droit depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais comment allez-vous contrôler les casseurs? Les casseurs, c'est très facile. Dès le départ, en fait, on n'en veut pas. Donc nous, sur ces manifestations-là, qui seront devant les grands médias, les casseurs ne seront pas un problème, à mon sens, ou du moins, il n'y aura pas de gros heurts. Par contre, sur les Champs-Élysées, si les gens reviennent encore là-bas, on peut s'attendre à ce que les casseurs reviennent foutre le boxon. Malheureusement, on n'y peut rien. OK. Vraiment, avant qu'on se quitte, M. Baron, là, ce qu'on voit, nous, sur les réseaux sociaux, aux bulletins de nouvelles, quelle est la proportion de cette réalité qui est vraie, là, ou c'est de l'interprétation de ce qui se passe en France? Parce qu'on voit beaucoup de violence à travers tout ça. Non, ça, c'est le prisme médiatique qui surexpose les problèmes de violence. Il faut bien comprendre que c'est distinct. On a les effets dans les grandes villes et à Paris, le samedi en général, malheureusement, on a toujours les trolls et les idiots utiles du gouvernement qui viennent provoquer des heurts, alors que justement, en situation révolutionnaire, c'est ce que j'explique justement encore une fois à mes camarades, il faut que ça se passe bien avec les forces régaliennes parce qu'on va devoir composer avec elles pour renverser un gouvernement. Donc c'est très difficile de composer avec ça, mais en vérité c'est très marginal. C'est-à-dire que ça se passe uniquement le samedi sur 2-3 grandes villes, dont Paris, mais le reste du temps, à part quelques heures qui peuvent arriver ici et là, il y a quand même du stress, et ça fait 4 semaines maintenant, ça se passe vraiment bien. D'accord. Écoutez, on va surveiller ça. Merci de nous avoir parlé, M. Baron. Bonne chance à vous. Au revoir.